Le dernier survivant de la catastrophe d'alpinisme du K2, ayant causé 11 morts, a été évacué par hélicoptère. La catastrophe s'est produite lors de la descente d'un ravin escarpé connu sous le nom de Bottleneck. 11 alpinistes sont morts sur le 2e sommet du monde après qu'une avalanche a emporté ou bloqué des grimpeurs. Le 1er août 2008, 19h10. Haut sur la 2e plus haute montagne du monde, 11 êtres humains étaient sur le point de disparaître de la surface de la Terre. L'un après l'autre. À quelle montagne pensez-vous que je fais référence? Et qu'est-ce qui est plus effrayant? Coincé dans l'obscurité à 8200 mètres sans corde sur une falaise de glace, tandis que cerveau et poumons se remplissent lentement de liquide. Ou être piégé dans une goulotte de glace sous un glacier suspendu, prêt à s'effondrer sans avertissement à tout moment. Le mont Everest était la plus haute montagne du monde connue de tous. Vous avez sûrement aussi entendu parler du K2, autre cauchemar glacé du Karakoram. Mais lequel représente la menace ultime pour les alpinistes qui risquent de leur vie pour atteindre le sommet? Le soleil brillait, c'était magnifique, toujours au sommet. Mais ce qui s'est passé sur le chemin du retour, je n'arrive toujours pas à y croire. On n'aurait pas pu rêver d'une meilleure journée en 1 million d'années. Seul sur le K2, une journée parfaite au sommet peut virer au drame. Bienvenue dans l'extrême. Parlons du mont Everest. Si vous voulez atteindre le sommet, vous devrez payer environ 45 000 $ à un opérateur d'expédition commerciale, bien que certains forfaits de luxe coûtent jusqu'à 100 000 $. Cela vous offre des guides, le soutien des Sherpas, de l'oxygène, des cordes fixes, une place dans un camp de base bien établi, le Wi-Fi, des tentes et bien chauffées pour les repas et parfois même des repas gastronomiques. Votre ascension débute par un vol éprouvant de Katmandou à Lukla. L'avion atterrit sur une petite piste construite sur une falaise à 9300 pieds, l'un des aéroports les plus dangereux au monde. En sortant, vous sentez la morsure froide du vent et entendez les moulins à prière tourner dans l'air raréfié, votre premier aperçu du pays Sherpa. Depuis Lukla, vous marchez le long d'une rivière bleue rapide appelée Dudkoshi, à travers des forêts de pins et traversez pont, suspendu après pont, suspendu jusqu'à atteindre le village de Pakding. Le lendemain, une longue randonnée éprouvante de 6 heures à travers la campagne népalaise vous mène à Namche Bazar, ville Sherpa perchée à 3400 mètres en forme d'arène sur la colline. La plupart des alpinistes y restent une journée pour reprendre leur souffle et laisser leur corps s'adapter à l'air raréfié. Après Namche, le sentier grimpe à travers des vallées ornées de drapeaux de prière et d'auberges, offrant la première vue sur la pyramide noire de l'Everest. Chaque nuit, vous dormez un peu plus haut et chaque matin, l'air semble plus froid et plus rare. Vous pouvez dormir dans toute maison d'hôte sur la route du camp. Une semaine plus tard, vous traversez la glace fissurée du glacier Khumbu et atteignez le camp de base de l'Everest. À 17 500 pieds, ce qui est déjà plus haut que la plupart des montagnes des États-Unis continentaux, le camp de base est une petite ville de tentes colorées qui abrite des centaines d'alpinistes pendant la haute saison. Aller là-bas demande 2 semaines d'expédition, faisant partie d'un trek commercial que de nombreux randonneurs font pour s'y arrêter et repartir heureux, comme je l'ai fait en 2024. Pour d'autres, ce n'était qu'un échauffement avant la vraie ascension. Et c'est là que débute notre comparaison. Petit détour dans ce train du chaos. Pour plus d'histoires te brutes et non censurées, rejoignez-nous sur Patreon pour l'extrême. L'acclimatation depuis et vers le camp de base commence par le premier obstacle majeur, la cascade de glace du Khumbu. C'est une rivière d'1 mile de blocs de glace brisés qui bougent et grondent toutes les quelques heures. Ici, des tours de neige hautes comme des maisons peuvent s'effondrer soudainement et des échelles posées par les Sherpas franchissent des crevasses si profondes que votre lampe frontale n'en atteint pas le fond. Un faux pas ou un déplacement du glacier et l'alpiniste et l'échelle peuvent disparaître dans une chute de 60 mètres. Le niveau d'oxygène baisse en montant, donc chaque pas avec du poids semble 10 fois plus difficile. Ensuite, il y a la face du Lhotse, un mur de glace bleue de 600 mètres incliné jusqu'à 50 degrés. Ici, les crampons accrochent à peine et les alpinistes s'agrippent à une seule corde. Si un ancrage lâche, toute une file d'alpinistes pourrait glisser droit dans l'abîme. Mais le pire goulet d'étranglement attend au-dessus de 8700 mètres, les vestiges de la marche de Hillary. Avant le séisme de 2015, la marche de Hillary était différente.
Les tremblements de terre sont fréquents au Népal et au Tibet. Maintenant, la marche est un mur de roche de 12 mètres qui oblige les alpinistes à avancer en file indienne. Une seule personne passe à la fois et lors de l'assaut final vers le sommet, il faut parfois attendre plus d'1 heure, consommant un précieux oxygène sous un vent glacial à moins 20 degrés. C'est un goulot d'étranglement où le temps ralentit et votre corps aussi. Mais d'un autre côté, si quelque chose tourne mal sur l'Everest, il y a une chance d'être secouru. Les hélicoptères peuvent rejoindre le col sud par beau temps. Les radios sont fiables. De plus, avec des centaines d'alpinistes, sur la montagne, quelqu'un pourrait être en mesure d'aider. Cependant, si vous avez regardé mes vidéos, vous savez que ce n'est pas toujours le cas. Quant au K2, c'est une toute autre bête. Votre voyage commence par une semaine de route depuis Islamabad à travers le nord du Pakistan, suivi d'une marche épuisante de 8 jours sur le glacier de Val Thoro. Il n'y a pas de village, pas de commodité, juste vous, votre équipe et les porteurs locaux qui traversent l'une des régions les plus isolées de la planète. Le camp de base est à 16 500 pieds dans un paysage lunaire de roches et de glace. Il peut y avoir 5 ou 6 équipes et environ 50 à 60 alpinistes. L'hôpital le plus proche est à plusieurs jours de marche. Votre premier obstacle est la cheminée de House, une fissure rocheuse verticale de 30 mètres à plus de 6400 mètres d'altitude, déjà difficile au niveau de la mer. Beaucoup rebroussent chemin ici, épuisés par un sac lourd et le manque d'oxygène. Ensuite vient la pyramide noire, 300 mètres d'escalade mixte sur roche et glace qui demande de véritables compétences techniques. Ce n'est à pas marcher sur de la neige raide comme sur l'Everest, c'est de l'escalade réelle sur un morceau de roche presque extraterrestre et quasi verticale. Mais la section la plus dangereuse attend au-dessus de 7600 mètres, l'étranglement. C'est un couloir de glace étroit sous un immense glacier suspendu, prêt à s'effondrer à tout moment. Contrairement aux sections dangereuses de l'arête de l'Everest, qui peuvent être franchies au moment le plus sûr, l'étranglement doit être gravi dès que vous l'atteignez. Certains alpinistes progressent de nuit pour éviter avalanches et chutes de pierres, plus fréquentes lorsque le soleil réchauffe les pentes, car la nuit, le terrain reste gelé et stable. L'Everest est bien plus dangereux à gravir de nuit à cause du froid extrême, des vents violents et du terrain complexe, notamment les arêtes étroites et crevasses difficiles à franchir dans l'obscurité. La dernière pyramide menant au sommet du K2 est une pente raide de 45 à 60 degrés, faite de glace et de neige instable. Chaque geste ici exige 5 fois plus d'énergie qu'en plaine. Tu fais 3 pas et dois te reposer 30 secondes, essoufflé. Ton esprit commence à se fragmenter. Le temps ajoute un autre élément de danger. L'Everest propose souvent 10 à 15 jours de sommet par saison, alors que le K2 n'en offre parfois que 2 ou 3. Quand cette fenêtre s'ouvre, tout le monde doit y aller et cela crée des embouteillages dangereux et encombrés. Si un problème survient sur le K2, vous êtes seul. Pas d'hélicoptère, des communications radio irrégulières, peu de cordes fixes et très peu d'autres équipes pour aider. Ce ne sont pas seulement des montagnes, ce sont 2 mondes totalement différents en termes de risques, d'engagement et de conséquences. Et c'est sur le K2, cette montagne sauvage, que l'une des tragédies les plus dévastatrices de l'alpinisme allait bientôt se produire. Nous sommes le 31 juillet 2008. 27 alpinistes de 8 expéditions différentes entament leur ascension finale sur le K2. Ce sont parmi les alpinistes les plus expérimentés au monde. Cette montagne n'est pas destinée aux touristes ou amateurs. Ils quittent le camp 4 à 22 heures, grimpant toute la nuit quand la glace est plus stable. À l'aube, ils atteignent le redouté goulet d'étranglement. C'est là qu'ils découvrent le premier problème. Ils n'ont que 1300 pieds de corde fixe, soit moins de la moitié nécessaire pour les prochaines sections techniques. Imaginez que vous escaladez la façade d'un gratte-ciel et qu'à mi-chemin, vous vous rendez compte que votre équipement de sécurité est totalement insuffisant. C'est ce à quoi ces alpinistes ont fait face en atteignant le passage à l'aube. Ils ont découvert une erreur critique. Les porteurs d'altitude avaient, par erreur, fixé des cordes juste au-dessus du camp 4, là où elles n'étaient pas nécessaires. Puis ils se sont retrouvés à court de cordes pour la traversée périlleuse au-dessus de l'étroit passage. Ce n'était pas seulement un inconvénient, c'était potentiellement fatal. Les alpinistes devaient improviser en retirant les cordes des sections basses pour les installer plus haut. Tout cela se passe à 8200 mètres d'altitude, où même la tâche la plus simple donne l'impression de courir un marathon. Qu'est-ce qui a provoqué cette erreur dangereuse ?
Plus tôt, Shaheen Baig, la seule personne parmi les équipes à avoir déjà atteint le sommet du K2, était tombé malade à cause du mal d'altitude et avait été contraint de redescendre. Privé de son leadership et expérience, la confusion sur le placement des cordes s'est propagée chez les porteurs. Cette erreur leur a coûté 3 à 4 heures précieuses, et à ces altitudes, le temps, c'est la vie. Chaque minute au-dessus de 8000 mètres, votre cerveau enfle, vos poumons se remplissent de liquide et vous mourrez lentement. Certains alpinistes, comme les Américains Eric Meyer et Frédéric Strang, ont reconnu le danger et ont fait demi-tour, mais la plupart ont continué. La première tragédie a frappé au goulet d'étranglement alors que les alpinistes faisaient leur lente ascension. À 8 heures, la plupart des équipes atteignaient enfin cette section traîtresse après des heures de retard dû au manque de cordes. Le goulet d'étranglement est un couloir de glace quasi vertical sous un immense glacier suspendu où les alpinistes sont très vulnérables. L'alpiniste serbe Dren Mandić s'est retrouvé en difficulté. Son oxygène dysfonctionnait et la file d'alpinistes devant lui avançait très lentement. Mandić a alors pris la décision fatidique de se détacher de la corde de sécurité, seul rempart contre une chute mortelle sur la pente glacée à 60 degrés. Son plan était simple, ajuster son équipement d'oxygène et dépasser l'alpiniste norvégienne Sisseli Skog qui se trouvait devant lui sur la corde fixe. Mais à 8200 mètres, là où chaque respiration ne contient qu'un tiers de l'oxygène présent au niveau de la mer, même les mouvements les plus simples deviennent périlleux. Le cerveau sans oxygène et les muscles épuisés de Mandić l'ont trahi. Il a perdu l'équilibre et a trébuché contre Skog. Skog, toujours attaché à la corde de sécurité, a été renversé mais est resté sécurisé à la montagne. Mandić ne bénéficiait pas de cette protection. Il a glissé en arrière sur la pente glacée, chutant de plus de 300 pieds avant de s'arrêter sur une petite plateforme de neige en bas. Depuis le camp, d'autres alpinistes ont observé la scène horrifiante se dérouler à la jumelle. Après avoir observé du mouvement de Mandić après sa chute, une lueur d'espoir a poussé Frédéric Strang et d'autres alpinistes à lancer une tentative de sauvetage. Lorsqu'ils l'ont rejoint, ses coéquipiers serbes, Predrag Zagorac et Iso Planic, étaient déjà à ses côtés, accompagnés du porteur pakistanais d'altitude Mohamed Hussein. Les sauveteurs ont trouvé Mandić sans pouls, son corps, présentant des signes de blessures catastrophiques dues à la chute. Malgré les risques évidents, l'équipe serbe a pris la décision difficile de tenter de récupérer le corps de leur ami et de le ramener au camp 4, une entreprise dangereuse à cette altitude où même les vivants peinent à se déplacer. La suite fut une tragédie encore pire. Pendant la récupération du corps, Jehan Beg, un porteur pakistanais qui assistait l'équipe, a perdu pied d'une manière ou d'une autre sur le terrain accidenté. Avant toute réaction, il a glissé tête la première sur la pente glacée. Les sauveteurs impuissants ont vu Beg disparaître par-dessus bord, devenant la deuxième victime du jour. Les alpinistes ont dû abandonner le corps de Mandić et rejoindre le camp 4 en sécurité. La nouvelle des 2 décès s'est répandue lentement parmi les groupes dispersés sur la montagne. Normalement, ils auraient dû tout annuler. Les retards avaient là déjà rendu leur emploi du temps dangereusement tardif et maintenant, avec 2 décès, il devait être évident que ce qu'ils tentaient était extrêmement dangereux. Malgré cet avertissement, la plupart des alpinistes ont poursuivi leur ascension. La tentation d'atteindre le sommet après être venu de si loin, après avoir dépensé des milliers de dollars, était trop forte pour y résister. Au moment où les premiers alpinistes ont atteint le sommet, il était déjà dangereusement tard. Certains n'atteindraient le sommet qu'après 18 heures, ce qui signifiait qu'ils devaient de redescendre les sections les plus dangereuses sans la lumière du soleil. C'est alors que le piège de la montagne s'est refermé. Alors que la nuit tombait sur le sommet, des alpinistes épuisés descendaient lentement et prudemment l'entonnoir. À ce stade, ils devaient être épuisés, leurs réserves d'oxygène diminuant et presque épuisées après plus de 15 heures d'ascension dans la zone de la mort. Mais malgré tout, ils avançaient avec la détermination mécanique de ceux qui savent qu'ils livrent une course contre la montre en redescendant. À chaque pas soigneusement posé, ils s'appuyaient sur des cordes fixes qui zigzaguaient le long de la paroi de glace presque verticale. Ces cordes, fixées régulièrement par des broches à glace ou des pitons, étaient leur ligne de vie. Les alpinistes attachèrent leur harnais à la corde à l'aide de mousquetons et de dispositifs de descente, puis se laissaient descendre de manière contrôlée.
Une main agrippant la corde au-dessus pour l'équilibre, l'autre contrôlant la friction sur le dispositif de descente, ils descendèrent la pente traîtresse un pas à la fois. Dans l'obscurité grandissante, les alpinistes avançaient comme une chaîne reliée, chaque personne attendant que celle en dessous se sécurise avant de poursuivre la descente. Lorsqu'ils atteignaient un point d'ancrage où la corde était fixée à la montagne, ils se décrochaient et se raccrochaient prudemment de l'autre côté, sans jamais se détacher complètement de la ligne de vie. Ce système méthodique, perfectionné au fil de décennies d'alpinisme, était leur seule défense contre une chute fatale sur la pente glacée à 60 degrés qui plongeait sur des milliers de mètres dans l'obscurité. L'équipe norvégienne, composée du mari et de la femme Rolf Bay et Cecilie Skog, ainsi que de leur coéquipier Lars Flatonessa, faisait partie de ceux qui descendaient. Vers 20 heures, ils avaient presque franchi la traversée menant à l'étranglement. Cecilie était juste quelques mètres devant sur la corde fixe, avec Rolf derrière elle alors qu'ils descendaient. Derrière eux, d'autres alpinistes étaient répartis sur la corde fixe servant de ligne de vie sur la paroi de glace presque verticale. À 20h30, sans prévenir, la montagne a frappé dévastatrice. Le gigantesque glacier suspendu au-dessus de l'étranglement, le fameux Siroc qui avait silencieusement menacé les alpinistes toute la journée, s'est soudainement fracturé. Les témoins ont décrit un bruit ressemblant au tonnerre résonnant sur la montagne. Une masse de glace grande comme un immeuble de 5 étages s'est détachée. Cecilie Skog a entendu la fissure et, par instinct, s'est plaquée contre la paroi de glace. En se retournant, la corde fixe derrière elle avait disparu. Son mari, Rolf Bay, avait aussi disparu. En un instant, il avait été emporté de la paroi de la montagne, disparaissant dans le vaste vide en contrebas. Pouvez-vous imaginer l'horreur de ce moment ? Regardez la personne que vous aimez le plus au monde disparaître sous vos yeux, en sachant qu'il n'y a absolument rien que vous puissiez faire. Une seconde, il était là, la suivante, il avait disparu. Aucun espoir de sauvetage ni d'adieu, seulement le vent hurlant et le vide effrayant où il était juste avant. Mais la tragédie ne faisait que débuter. La chute de glace avait arraché toutes les cordes fixes de l'étranglement, celles installées ce matin après des heures d'effort, et seul passage sûr pour redescendre cette face traîtresse. En un instant, les alpinistes se sont retrouvés bloqués à plus de 8000 mètres, sans moyen de redescendre la partie la plus dangereuse de la montagne. La nuit qui a suivi fut une lutte désespérée pour la survie. Des alpinistes ont tenté de descendre sans corde dans l'obscurité, progressant lentement sur la paroi glacée au risque de leur vie. D'autres, dont l'alpiniste néerlandais Wilco van Rooyen, l'alpiniste irlandais Geir MacDonald et l'italien Marco Confortola, ont été contraints de bivouaquer à l'air libre à plus de 8200 mètres, passant la nuit sans tente ni sac de couchage, dans des températures qui sont descendues jusqu'à moins 40 degrés. Le matin, la situation était encore plus extrême. Au-dessus de l'étranglement, MacDonald est tombé sur une scène horrible. 3 alpinistes coréens gravement blessés dans un enchevêtrement de cordes après l'effondrement du Siroc la veille au soir. Suspendus à la paroi de la montagne, ils étaient incapables de se libérer. En alpinisme, en haute altitude, une règle non écrite est largement connue. Au-delà de 8000 mètres, tu ne peux pas risquer ta vie pour sauver les autres. Le manque d'oxygène et les conditions extrêmes font que les tentatives de sauvetage entraînent presque toujours la mort du sauveteur et de la victime. C'est un calcul dur accepté par les alpinistes expérimentés. Cependant, MacDonald ne pouvait pas simplement passer son chemin. Peut-être que c'était son humanité profonde qui surpassait même son instinct de survie. Peut-être que c'était autre chose. Je ne sais pas. Malgré les avertissements de Confortola de se sauver, MacDonald est resté pour aider les alpinistes coréens bloqués. Il a passé des heures à les libérer de leur position enchevêtrée, malgré l'épuisement. Ce qui s'est passé ensuite reste quelque peu flou. D'après les communications radio et les témoignages, MacDonald aurait libéré au moins un alpiniste coréen quand un autre pan du sérac s'est effondré. En un instant, MacDonald et les alpinistes qu'il tentait de sauver ont été emportés de la montagne et ont disparu dans le vide. Lorsque le soleil s'est couché le 2 août, l'ampleur du désastre était évidente. 11 personnes s'étaient volatilisées sur le K2 en à peine plus d'une journée. Le pire accident de toute l'histoire de la montagne. Leurs corps, comme tant d'autres avant eux, ne seraient jamais retrouvés.
à jamais ensevelis dans la glace à des milliers de mètres en contrebas. Les survivants, dont beaucoup souffrèrent de graves engelures et blessures, sont redescendus de la montagne dans les jours qui ont suivi, emportant avec eux les souvenirs obsédants de ceux qu'ils avaient laissés derrière. Certains, comme Wilco van Rooyen, avaient survécu de façon quasi miraculeuse, redescendant la montagne aveuglés par la neige après 3 jours dans la zone de la mort. Quand j'ai appris cette catastrophe, je ne connaissais de K2 que son rang de 2e plus haute montagne du monde. Pourtant, elle est toujours restée dans l'ombre de l'Everest dans l'imaginaire du public. Voici la réalité glaçante sur le K2. Pour chaque 6 personnes qui atteignent son sommet, une personne meurt en essayant. Ce chiffre correspond au taux de mortalité réel, le rendant plus mortel que l'Everest. Imaginez jouer à la roulette russe, mais avec un revolver à 6 coups dont une chambre est chargée. Ce sont les probabilités que vous acceptez lorsque vous tentez le K2. Mais pourquoi ? Pourquoi cette montagne est-elle si dangereuse ? C'est l'ensemble de ces facteurs qui forment ce que les alpinistes nomment le piège. Tout d'abord, la météo du K2 est notoirement imprévisible. Des tempêtes surgissent de nulle part, faisant chuter les températures à moins 40 degrés en quelques minutes. Deuxièmement, aucune option de repli. Sur l'Everest, les hélicoptères Sonadesade peuvent atteindre des alpinistes bloqués jusqu'à 7000 mètres d'altitude. Sur le K2, tout problème au-dessus du camp de base vous laisse totalement seul. La caractéristique la plus sinistre est ce qu'on appelle le goulot d'étranglement. Chaque alpiniste doit traverser 2 fois ce couloir étroit de glace presque vertical. Et juste au-dessus de ce passage se trouve un énorme sérac, un glacier en équilibre précaire, prêt à s'effondrer sans prévenir. On dirait que la montagne a créé la zone de mise à mort idéale. Et en août 2008, le piège s'est refermé sur 11 âmes innocentes. Beaucoup d'entre vous pensent bien sûrement, si le K2 est si dangereux, l'Everest est-il plus sûr ? Il a un taux de mortalité plus bas, plus d'infrastructures et de meilleures options de secours. L'Everest possède aussi son propre piège. Imaginez un immense glacier fracturé dévalant le flanc ouest de l'Everest, telle une rivière gelée prise en plein effondrement. Un labyrinthe de flèches de glace géantes appelées Sorox, certaines aussi grandes que des immeubles de 5 étages, en équilibre sur des arêtes vives, prêtes à s'effondrer sans prévenir. Entre elles, d'immenses crevasses béantes plongent à des centaines de mètres dans l'obscurité. Bienvenue dans la cascade de glace du Khumbu. Ce qui rend la cascade de glace si mortelle, c'est une équation mathématique cruelle. Alors que les alpinistes étrangers la traversent 6 à 8 fois par saison, les guides Sherpas doivent la franchir 30 à 40 fois. Ils acheminent bouteilles d'oxygène, tentes, nourriture et matériel vers les camps supérieurs. Ils montent les premiers, descendent les derniers et restent bien plus longtemps dans ce piège mortel que les autres. Pendant des décennies, les alpinistes l'ont appelé la roulette russe de l'Everest. On peut tout bien faire et quand même mourir. Contrairement à d'autres dangers de montagne, atténués par l'expérience, la cascade de glace relève surtout de la chance. Que tu te trouves ou non sous un sérac au moment où il finit par céder. Et le 18 avril 2014, il s'est passé quelque chose dans la cascade de glace du Khumbu qui a changé à jamais l'histoire de l'alpinisme sur l'Everest. La journée avait bien commencé. Ce matin-là, l'obscurité précédant l'aube enveloppait le camp de base de l'Everest. À 3 heures du matin, 16 Sherpas ont emprunté les échelles et cordes fixes vers la cascade de glace. À 6h30, ils atteignirent le champ de Popcorn, à 19 000 pieds, où le glacier se brise en de nombreux blocs de glace. Parmi eux se trouve Ankaji Sherpa, un vétéran de 7 expéditions à l'Everest. 2 ans auparavant, il fut le premier à atteindre le sommet cette saison, posant des cordes pour sécuriser le passage des autres. Père de 6 enfants, Kaji est connu pour sa force hors du commun et sa générosité sans limite. Les Sherpas transportent dans des charges pour de grandes équipes commerciales, ouvrant la route à des centaines d'alpinistes étrangers. C'est la procédure standard, le travail dangereux qui rend l'Everest accessible aux clients payants. Un problème grandit depuis des années. L'itinéraire de la cascade de glace du Khumbu a évolué. Pour gagner du temps, les chefs d'expédition ont choisi un passage le long du bord nord de la cascade de glace sous la massive épaule ouest de l'Everest. Cela réduit le temps passé à naviguer dans le centre chaotique de la cascade de glace, mais augmente le risque d'être frappé par des avalanches venant d'en haut.
En 2012, Russell Bryce, l'un des chefs d'expédition les plus respectés de l'Everest, avait fait quelque chose d'inédit. Il a annulé toute son expédition en milieu de saison parce qu'il était préoccupé par la stabilité d'une section spécifique de glace haut sur les pôles ouest. Quand je vois environ 50 personnes passer sous cette falaise en même temps, avait-il averti, cela me fait peur. Ces avertissements ont été largement ignorés. Les pressions commerciales pour maintenir l'accès au plus haut sommet du monde faisaient qu'en 2014, l'itinéraire passait toujours sous cette zone de danger connue. Des centaines d'alpinistes payaient chacun des sommes énormes pour tenter l'Everest, générant des millions en frais de permis pour le gouvernement népalais. Ainsi, les Icefall Doctors, l'équipe d'élite de Sherpas chargée de l'entretien de l'itinéraire, avaient assez peu d'autres options que de continuer à utiliser le chemin établi. À exactement 6h45 du matin, le 18 avril 2014, ce que les guides expérimentés redoutaient depuis des années s'est finalement produit. Un énorme sérac s'est détaché sur l'épaule ouest de l'Everest. Le bloc de glace était estimé à 113 pieds d'épaisseur avec une masse de 14 300 tonnes, soit l'équivalent du poids de 657 bus de passagers. Il a dévalé la montagne sur 1300 pieds. En contrebas, ils n'ont eu que quelques secondes pour réaliser avant d'être engloutis par l'avalanche. Impossible de fuir ou de se cacher, le vaste nuage de glace et de neige a traversé le champ de maïs soufflé, ensevelissant tout. 16 Sherpas ont disparu en un instant. Certains ont été écrasés, d'autres emportés dans des crevasses. Un 17e Sherpa est décédé de ses blessures. C'était l'incident le plus meurtrier de toute l'histoire de l'Everest. Au camp de base, à quelques minutes, les alpinistes ont entendu le grondement et sont sortis constater les conséquences. Un grand nuage blanc flottait encore dans les airs. L'alpiniste britannique Mark Horrell, prêt à entrer dans la cascade de glace ce matin-là, a vu avec horreur l'avalanche déferler sur le glacier. En levant les yeux et voyant ce gigantesque nuage de neige, comprenant que des dizaines de personnes étaient repiégées, il a plus tard écrit sur son blog à propos de l'accident « Je n'ai jamais pensé voir cela comme un simple accident d'alpinisme ». Le sauvetage est vite devenu une récupération. 13 corps ont été découverts en 2 jours. Les 3 dernières victimes ne seront jamais retrouvées, ensevelies sous 80 à 100 mètres de neige et de glace. Trop dangereux à récupérer. Ce qui rend cette tragédie particulièrement révélatrice des dangers uniques de l'Everest, c'est qu'elle avait été prévue. Les 16 personnes décédées ce jour-là n'ont pris ni risques inutiles, ni mauvaises décisions. Ils étaient à leur place, travaillant avec compétence quand l'Everest a déchaîné sa fureur. Les conséquences ont révélé une autre sombre vérité de l'Everest. Le contraste frappant entre ceux qui gravissent la montagne pour la gloire et ceux qui la gravissent pour survivre. Un grimpeur occidental dépense entre 40 000 et 100 000 $ pour tenter l'Everest. Les guides Sherpas qui sont morts ce jour-là gagnaient environ 5 000 $ pour toute la saison, soit à peu près 125 $ par jour pour risquer leur vie à plusieurs reprises dans la section la plus dangereuse de la montagne. Après la catastrophe, de nombreux Sherpas survivants ont fait quelque chose d'inédit. Ils sont partis. Pour la première fois dans l'histoire commerciale de l'Everest, les Sherpas ont refusé de continuer, déclarant la saison terminée en signe de respect pour les morts. C'était un moment qui a forcé le monde à affronter le véritable prix à payer pour se tenir au sommet du monde. Avec le temps, les compagnies d'expédition ont déplacé l'itinéraire vers le centre du glacier où le risque d'avalanche est plus faible. Mais le danger fondamental demeure, l'effondrement des séracs au centre contre le risque d'avalanche sur les bords. Tant que les alpinistes viseront le sommet du monde, la cascade de glace du Khumbu restera un piège impitoyable où des tonnes de glace instable menacent ceux qui osent s'y aventurer. C'est le piège de l'Everest. Il séduit par son accessibilité, son infrastructure et sa renommée, contrairement au K2. Il crée l'illusion de la sécurité avec ses cordes fixes et son soutien commercial. Mais lorsque la météo change, que les retards s'accumulent, que le jugement humain faillit dans l'air raréfié, il devient tout aussi mortel que son voisin pakistanais plus notoire. Notre histoire prend ici un tournant inquiétant vers l'époque actuelle. Malgré la catastrophe de 1996, malgré la tragédie de 2008 sur le K2, malgré tous les corps gelés qui jonchent ces montagnes comme des avertissements, plus de personnes que jamais tentent aujourd'hui d'atteindre ces sommets.
Au printemps 2024, le Népal a délivré 421 autorisations pour l'Everest. Chacune coûte 11 000 $. Pour la saison 2025, ils ont déjà dépassé les 400 permis. Pendant ce temps, K2 a enregistré un record de 175 permis en 2024. Cette commercialisation a créé un nouveau type de piège qui attire des personnes dans la zone de la mort alors qu'elles n'ont rien à y faire. Les images des dernières saisons sur l'Everest révèlent quelque chose qui choquerait les pionniers ayant conquis ces sommets. De véritables embouteillages à 8848 mètres d'altitude. Plus de 100 alpinistes font la queue au sommet, brûlant de l'oxygène précieux en attendant immobiles. Imaginez, vous êtes dans la zone de la mort, votre corps s'affaiblit chaque minute et vous faites la queue comme pour un manège à Disneyland. Et voici la partie la plus troublante. Beaucoup de ces alpinistes sont ce que les vétérans appellent des alpinistes au carnet de chèques. Des personnes dont la principale qualification est leur compte en banque et non leur expérience en alpinisme. Pensez-y. Je ne peux pas m'empêcher de me demander ce que Tenzing Norgay et Edmund Hillary penseraient du cirque actuel de l'Everest, ou ce que les alpinistes légendaires des débuts du K2 diraient de la foule grandissante sur leurs montagnes sauvages. Lorsque vous comparez ces deux sommets mortels et leurs catastrophes respectives, une différence frappante apparaît. Sur l'Everest en 1996, Beck Wheeler a survécu contre toute attente et a finalement été évacué. Sur le K2 en 2008, des héros comme Gary McDonald ne sont jamais revenus. Sur le K2, il n'y a aucune marge d'erreur. Ce simple contraste nous dit tout sur la raison pour laquelle le K2 mérite sa réputation de montagne la plus mortelle. Pourtant, malgré ces différences, les deux montagnes partagent un avenir inquiétant. La commercialisation qui a transformé l'Everest en ce que certains appellent un parc à thème gagne maintenant les pentes du K2. Les 175 permis délivrés en 2024 représentent plus du double du nombre d'il y a seulement 5 ans. Et 2025 a changé l'ascension de l'Everest à jamais et nous avons dû en parler dans une toute autre vidéo. Mais qu'en est-il du K2 ? Le K2 risque-t-il de subir un jour les embouteillages qui touchent l'Everest ? Sa réputation redoutable sera-t-elle affectée par le marketing des agences qui veulent rendre la montagne sauvage accessible à des alpinistes moins expérimentés ? J'espère vraiment que non, car s'il y a bien une chose que ces montagnes nous ont apprise, c'est que la nature a toujours le dernier mot. Alors, quelle montagne est le piège ? Les deux peuvent te tuer en un instant, mais pour moi, le K2 est le vrai prédateur. Qu'en pensez-vous ? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo. Soyez audacieux et courageux.